Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette antenne, à cette émission Carte sur table, 21h, 23h, c'est mardi. On va évidemment parler de politique ce soir. L'ambiance est autour des élections municipales et législatives du 9 février prochain. Vous le savez certainement, le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel du centre ont convoqué ou ont invité les différents candidats qui sont au contentieux électoral jeudi prochain pour évidemment évacuer cette phase du processus en vue des prochaines élections. La liste des candidats a été publiée. Un certain nombre de candidats, évidemment, ont donc saisi ces instances-là. Ce soir, nous allons revenir sur ces élections-là sous deux volets. Et puis, on va parler également de cette loi ou ce projet de loi qui a, j'ai failli dire, obligé le président de la République à convoquer le Parlement en session extraordinaire, parlant évidemment de l'article 246 et autres, qui pose une problématique assez pertinente, l'autochtonie. Peut-on briser le tabou? Vous le savez, cet article propose que le maire de la ville désormais sera un autochtone. Qu'est-ce qu'on y met? Quelle est la perception que l'on a? Quels sont les risques qu'on peut avoir à partir de cette loi-là? Qu'est-ce qu'elle tend à préserver? Voilà autant de questions dont on souhaiterait avoir les réponses ce soir avec nos 4 invités, dont 3 sont déjà dans ce studio, mais également pour parler des législatives, on va essayer d'interroger le profil des candidats, donc éventuellement des futurs conseillers municipaux et des futurs députés de la nation. Carlos Ngoualem, bonsoir. Bonsoir M. Dipita et bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Adjoint au maire de la mairie de la 5e. Effectivement, je suis adjoint au maire pour le compte du SDF dans l'exécutif municipal de Douala 5. Candidat pour les prochaines élections municipales en tant que, évidemment, candidat du SDF, toujours pour ce même conseil municipal à Douala 5e. Effectivement, je conduis pour la 2e fois consécutive la liste du SDF pour la mairie de Douala 5 parce que j'ai déjà été téléliste en 2013. Ça n'a pas marché. J'espère qu'en 2020, ça marchera. Alors, vous avez également constitué une coalition là-bas, ou alors le SDF dans cette circonscription, il va avec une liste constituée essentiellement de ses militants. Effectivement, nous avons essayé de mutualiser nos forces avec les forces politiques en présence. Et malheureusement, on ne s'est pas entendu. C'est la raison pour laquelle les autres forces politiques, chacun a décidé d'aller en solo. Voilà. Allez-y. Voilà. Mais j'insiste pour dire qu'on n'a pas fait une mutualisation officielle, mais il faut quand même noter que notre liste comporte beaucoup de responsables, des associations. Bref, on a fait avec la société civile ce qu'on n'a pas pu faire avec les autres partis politiques. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci de cette amitié que vous nous témoignez. Président Sambaka, bonsoir. Bonsoir député Tongo, bonsoir aux copanélistes et bonsoir surtout à tous les téléspectateurs de STV. Vice-président national, premier vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, oui. Candidat aux prochaines législatives dans Voris Centre, futur député éventuellement. Peut-être pas, peut-être futur maire aussi, je sais pas, de toutes les façons. Je suis dans les deux listes. Hein. D'accord, également pour les municipales à Douala Premier. À Douala Premier, c'est ça. D'accord. Vous revenez de Fumbanda? Oui, en fait, on avait une cérémonie assez importante à Fumbane parce que le docteur Adamunda Mdjoya a fêté son jubilé de ses œuvres. D'accord. Les œuvres, que ce soit littéraires, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan en fait, il a ouvert, comment on appelle ça? Une académie. Une académie. Voilà, il a ouvert une académie où on va enseigner pas mal. Bon, il y a aussi qu'il a ouvert un musée où vraiment il y a toute l'histoire du Cameroun. Et nous avons eu d'éminents professeurs qui sont venus, n'est-ce pas, pour commenter les œuvres, parce que moi-même, qui suis avec lui depuis longtemps, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas.
et notamment ces pièces de théâtre qui ont eu du succès au Cameroun comme à l'étranger, des prix gagnés à l'étranger. Donc c'est un homme multidimensionnel que moi-même j'ai eu encore le plaisir de découvrir sous d'autres facettes. Donc je sors d'un voyage de 3 jours dans le Noun et je pense que j'ai passé du bon temps là-bas. Merci à nouveau d'être là. Vous étiez là la semaine dernière. C'est dit combien votre expertise rend joyeux et permet à nos téléspectateurs et à nous-mêmes de comprendre les enjeux de l'heure. Merci. Je vous remercie de votre disponibilité renouvelée et sympathique. Moseline Diobaï, bonsoir. Président Moseline Diobaï. Merci. L'UNDP. D'abord, M. Diobaï, pas seulement l'UNDP, il faut commencer par M. Diobaï, qui est M. Diobaï. M. Diobaï Moseli est le vice-président du comité central de l'UNDP, candidat dans la circonscription de Voré-Est, c'est-à-dire Douala 3 et 5, candidat bien évidemment aux législatives. Ben, en réalité, vous m'avez arraché la question. Parce que vous êtes arrêté, donc j'ai pensé que vous n'alliez pas me poser la question de savoir ce que je suis et pourquoi je suis là. Non, du tout. J'aurais complété cette présentation. Merci. Mais merci de m'avoir aidé. Sous notre casquette, j'ai failli dire civil, vous êtes un homme d'affaires réputé, bien connu. Et je pense que sous cette casquette-là, on n'a plus besoin de vous présenter. Alors aujourd'hui, lors de la conférence de presse de Jean-Jacques Ekindji, le président du MP, il a annoncé une coalition, je crois, avec l'UNDP. Bien évidemment, nous avons tenu beaucoup de réunions avec l'UNDP, nous avons fait beaucoup de choses avec le MP et d'autres partis politiques, donc je ne vais pas citer les noms ici, mais pour des raisons que vous connaissez, nos actions n'ont pas pu aboutir à cause des comportements des uns et des autres, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours en communion, en attente avec les autres formations politiques, donc notamment le MP, et nous pensons que nous serons soutenus par le MP dans la circonscription où nous avons présenté notre liste aux législatives et bien évidemment, pourquoi pas, là où le MP va également se présenter. Candidat Voré-Est. Et puis enfin, Elisan, bonsoir. Bonsoir, M. député. Un peu en retard, hein, je traîne souvent le pas. Merci d'ailleurs. Bon, c'était le nom ici, bon. Vous êtes très sollicité, bon. Hein. Ça se voit que vous êtes dans une dynamique de communication. Alors, c'est aussi un manque de personnel, on ne va quand même pas le dire du RDPC. Non, c'est pas un manque de personnel, c'est la volonté de vos autres de nous inviter. Et en tant qu'acteur politique, nous devons répondre présent à toutes les sollicitations qui sont les nôtres. Quitte à arriver légèrement en retard et en demande. J'avoue qu'en temps normal, je voudrais tirer un peu les oreilles parce que... Non, je vous comprends. Excuse. Voilà. Cela dit, vous êtes candidat. D'abord, vous êtes conseiller municipal en ce moment. Non. Non, vous êtes candidat au conseil municipal de Douala 2e. Tout à fait. Sur la liste de Françoise Denise Fampou. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est Denise Fampou. Mais vous voyez, votre retard me perturbe un peu. Non, c'est pas le retard, c'est que vous citez les noms de deux grandes personnes, de grandes figures emblématiques de la politique à Douala. Et oui, je suis candidat pour le RDPC dans la liste conduite par Denise Fampou à Douala 2e, pour le municipal. Le parti a accepté de m'investir au nom des jeunes et au nom des autres. Je peux lui dire merci. Merci à vous, cher monsieur. On va donc prendre la transition et puis rentrer dans le thème qui concerne l'autochtonie. On va s'interroger quant à savoir si on peut véritablement briser ce tabou, parce que c'est comme si les cheveux se tentent, les cheveux hérissés sur les têtes, non seulement des politiques, mais également de l'opinion. On voit bien que chaque fois que ces questions sont évoquées, ça fait beaucoup de débats. Et ce soir, on va décrypter les contours. Transition, et on commence par là. Alors, cher monsieur, de prime abord, le projet de loi, je pense que nous tous on l'a parcouru déjà depuis mercredi dernier qu'il a été déposé sur la table du Parlement, députés et sénateurs qui s'y penchent, avec cet accent précis, particulier, qui concerne en principe 14 maires de ville, qui sont considérés en ce moment comme les délégués du gouvernement, dont la loi précise qu'ils doivent être autochtones, donc originaires de la région pour laquelle ils seront des maires.
De prime abord, Carlos, quelle est la lecture, le sentiment que vous avez eu à la lecture de ce texte-là? Donc globalement, il y a cet article 246, mais il faut quand même noter aussi que globalement, le code de décentralisation et le texte particulier qui concerne les maires de ville est un article qui a quand même retenu mon attention. Le seul avantage que le texte a, c'est que désormais le maire de ville, qui remplacera le délégué du gouvernement, sera désormais élu. Je pense que c'est une avancée qui est notable. Ça, il faut saluer ça. Maintenant, il y a cet article 246 qui pour moi, est quelque chose qui est venu un peu doucher le sentiment de satisfaction qu'on pouvait avoir à la lecture d'un texte comme celui-là, tout simplement parce que c'est un article qui est même contraire à la Constitution. Vous savez, la Constitution du Cameroun dit que chaque citoyen camerounais doit se sentir partout chez lui. Ce qui fait donc que lorsque vous inscrivez un article comme celui-là dans la Constitution du Cameroun et dans un texte de loi, il me semble quand même qu'il rend la fonction de délégué du gouvernement exclusif. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas exercer cette fonction, non pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour la fonction, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas originaires d'eux. L'autre chose, c'est que la notion même d'autochtonie est une notion qui n'est pas assez clarifiée dans nos textes de loi. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui est autochtone et qui n'est pas, au regard même de la définition des Nations Unies sur la question d'autochtonie. L'autre chose aussi, c'est que avec l'évolution de notre société, l'évolution du monde de manière générale, je crois qu'on devait accorder une importance beaucoup plus sur la compétence et sur les résultats palpables qu'un dirigeant d'une ville peut avoir que sur ses origines. Moi, je pense qu'il serait important, il serait indispensable pour la paix dans notre pays, pour le vivre ensemble, que nous claironnons tous dans notre pays, que des concepts comme ceux-là soient remplacés. Moi, je pense qu'on aurait pu dire tout simplement que le maire de la ville de Douala doit être des résidents de la ville. Je crois qu'il faut remplacer les concepts d'autochtonie par des concepts des résidents. Merci. Je crois que lorsque vous résidez à Douala, lorsque vous y avez investi, lorsque vos enfants sont nés et grandis à Douala, vous concluez que vous avez le droit à participer à la gestion de la cité. Je pense qu'ils ont le plein droit de participer à la gestion des affaires de la cité. Merci. Par exemple, moi je suis candidat à la mairie de Douala, ça j'ai pas de problème, mais je peux pas être délégué du gouvernement ou bien je peux pas être maire de la ville de Douala parce que pour le moment, avec le flou artistique qui est entretenu sur la définition même de la notion, je serai forcément exclu. Merci Carlos Golem. Elisan, vous, votre lecture, votre perception de ce texte? Ma lecture est claire et simple. Et elle sera différente et opposée à celle du maire Carlos Golem. En fait, je pense que à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de mettre en avant nos envies personnelles et qu'on pense à la République. Une nation aboutie, une nation qui est arrivée à un niveau tel que toutes ses composantes s'emboîtent, se construit au permanent et se construit au quotidien. Il est clair que la terre appartient, comme on le dit, il y a toujours quelqu'un qui a occupé l'espace à un moment donné, qui était le premier. Et cette entité-là, par le mouvement des personnes, par quelque raison que ce soit, à un moment donné, s'est vue, c'est-à-dire, s'est vue entourée d'autres entités qui sont arrivées. Toute la prudence que vous... Non, parce que il faut actuellement les mots sont très importants. Parce que, et c'est pour ça que je demande aux hommes politiques de choisir les mots qu'il faut quand on va parler d'autochtonie et d'allogénie. Nous sommes venus à Douala, par le cas de Douala. On a trouvé les Sawa, on a trouvé les Bassars. Dans leur immense amour, dans leur immense volonté, ils nous ont accueillis. Ils ont accueilli tout le monde. Douala, ville cosmopolite, avec le port, l'entrée et tout, est devenue cette ville carrefour où
toutes les composantes sociologiques s'y brassent. Parce que Douala, attirant toutes ces composantes-là, que faites-vous de ceux qui sont devenus les minorités? Eh bien, l'État est là pour régler les injustices. L'État est là pour normaliser quand il y a eu écart. Il faut à un moment donné qu'on comprenne que il faut protéger tout le monde, M. Walem. Il faut protéger tout le monde. Que pensez-vous? Adolphe Ngossodine, Douala Mangabel, tous ces gens-là qui se sont suicidés, qui ont mis leur vie en jeu pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui, que pensez-vous d'eux? Quand vous leur refusez ce simple droit-là de diriger leur village, parce qu'ils se sont ouverts aux autres, c'est de ça qu'il s'agit. On n'interdit pas à nous qui sommes venus nous installer de diriger la ville. On nous propose de diriger la ville avec eux. Parce que justement, la nation se construit avec tout le monde, étant le macrocosme des microcosmes. C'est-à-dire, nous sommes la fusion, le bouillon de culture de toutes ces entités-là qui feront en sorte qu'on va évoluer ensemble. Je suis parfaitement d'accord que la ville soit dirigée par ces enfants qui y sont nés, qui ont les liens de sang avec cette ville. Et que nous autres, nous les accompagnons vraiment à travers cette ville. Et il faut aussi dire quelque chose, monsieur. Nous ne sommes pas encore prêts. Mais vous me répondez pas. Il faut que... Non, j'arrive. Nous ne sommes pas encore prêts. Parce qu'il y a ce discours qui où on nous sort des exemples d'ailleurs, où on voit un émigré qui est de... Non, il faut qu'on comprenne que la construction nationale se fait et que les autres ont pris du temps pour accomplir, pour l'accompagner et pour comprendre les différences et évoluer. Je pense mal à ce qui me concerne qu'on trouve aujourd'hui à Bertois que le maire de Bertois s'appelle Zan parce que Zan venant du sud. Je trouve pas clair aujourd'hui qu'on dise que le maire de Marois s'appelle Atangana. Non, il faut bien que l'adjoint au maire de la ville de Gara s'appelle Atangana parce qu'il y a une forte communauté Ekang là-bas. Et que la ville appartient d'abord soit aux Fulani, si c'est les Tikars, si c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on... Mais il va arriver un moment où, avec ce mouvement des personnes, avec ce foisonnement des cultures, qu'on n'ait plus à regarder si Sambaka peut être maire de Yaoundé ou pas. Parce que Sambaka a la compétence d'être maire, il faut bien qu'il soit maire. Mais pour le moment, il faut bien qu'on conclue. Et l'État a ce rôle-là de mettre en avant et les minorités et les majorités pour que les deux évoluent. Quel décryptage que vous faites de ce projet de loi? En fait, je pense que c'est la chose qu'on devait discuter le moins pour les réformes qui sont en cours. Parce que les réformes qui sont en cours concernent nos institutions, concernent la décentralisation. Quelle est la décentralisation que nous voulons avoir? Est-ce que c'est une déconcentration déguisée? Est-ce que le fait que les territoires décentralisés vont continuer à avoir des tutelles, n'est-ce pas, comme on les connaît aujourd'hui? Je pense que c'est ça la véritable question. Maintenant, s'agissant de cette histoire de l'article 246, moi je voudrais dire tout simplement que les habitudes, la coutume qu'il y a eu dans la nomination des délégués du gouvernement n'était pas encadrée. C'était la volonté du chef de l'État. Et les habitudes ont permis que ces délégués du gouvernement soient des originaires de ces régions. Partout où il y a des délégués du gouvernement, ils sont originaires de ces régions. Maintenant qu'on veut normaliser et qu'on veut aller vers l'élection des super-maires, comme on peut les appeler, je crois qu'il fallait regarder déjà nos coutumes, nos habitudes, et savoir que même quand on nommait les gens, c'était les gens de cette région. Il faut donc pas en faire une affaire, une maladie. Parce que la réalité, c'est que les institutions de la République sont segmentées. Vous avez par exemple les sénateurs. Les sénateurs représentent des régions. Maintenant, nous allons vers, n'est-ce pas, des territoires décentralisés. Il est tout à fait normal que les us et coutumes de chaque territoire qui constitue des richesses pour le Cameroun soient préservés.
Il faut que rien ne disparaisse. C'est de ça qu'il s'agit. D'où la nécessité de constater que le problème ne se pose qu'à Douala, et notamment dans le littoral. Ce problème se pose qu'ici. Il est donc facile de comprendre que le Cameroun ne s'arrête pas à Douala. Si ailleurs, les coutumes et les habitudes veulent que ce soit comme ça, il faut qu'à Douala, ce soit comme ça. Ça n'empêche pas que dans un conseil régional, qu'il y ait toutes les composantes du Cameroun à l'intérieur. Mais c'est un symbole. C'est un symbole que de dire que la région du littoral a un maire à Douala qui est originaire de cette région. Ça ne devrait pas bousculer les choses parce que les communes d'arrondissement sont là, elles fonctionnent, elles n'ont pas ce genre de restrictions. Donc moi je pense que si nous voulons aller dans ce sens, il faudra que le jour où il y aura fédération, n'est-ce pas, de deux États, anglophones et francophones, il faut que les francophones s'apprêtent, n'est-ce pas, à aller du côté anglophone pour diriger. Non, il ne s'agit pas de cela. Soyons un peu plus sérieux pour dire que nous avons un problème de temps. Et là, je suis d'accord avec M. Zan. Dans 100 ans, nous n'aurons plus ce problème au Cameroun. Les brassages qu'il y a aujourd'hui vont faire en sorte que nous serons tous Camerounais du village Cameroun. Merci. Mais pour le moment, il faut qu'on aille progressivement parce qu'il ne faut pas que certains se sentent lésés. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Et je pense que la culture Sawa est une culture qui a traversé les frontières, qui a fait honneur au Cameroun et ne doit pas disparaître. Moseline Djoubaï, quelle lecture vous en faites, quelle appréhension, quel regard? Merci de me poser cette question. Il faut d'abord qu'on donne un peu la définition de ce que c'est que l'autochtonie. C'est la caractéristique de tout ce qui est autochtone. Tout ce qui est autochtone, ça veut dire vous êtes natif, vous êtes originaire. Je m'appelle Djoubaï, je suis né quelque part. Quelque part, dans un village, un arrondissement, un département, une région. Donc j'ai une provenance. Même Jésus-Christ est né quelque part, issu d'une mère, la Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous prions tous les jours. Je ne trouve pas pourquoi il serait très gênant qu'on en discute tellement pourquoi est-ce qu'on protégerait la minorité. Je crois que quelque part, la minorité devrait être protégée. La démocratie, c'est le droit du nombre de votes, mais ce n'est pas la compétence. Donc, si au niveau du législateur, il a pensé qu'il fallait que les minorités soient protégées, je crois que c'est extrêmement important parce que lorsque vous allez par exemple à une élection, à supposer dans une ville comme le Vori, où il y a 6 arrondissements, on voudrait élire un maire, et comme nous savons le comportement des Camerounais, on va choisir la tribu et non la compétence. On peut donc trouver auprès de la minorité de la compétence, autant on pourra en trouver au niveau, n'est-ce pas, de ceux qui sont les plus nombreux. Donc, moi, je pense que ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat au point où les gens en tiennent tellement rigueur aux législateurs. Lorsque vous risquez de me répéter, vous êtes né quelque part, vous grandissez quelque part. Les exemples que j'entends souvent à la radio, à la télévision, que tel est maire de telle ou telle région, j'ai dit, bien c'est beau. On a vu l'exemple de la France. Chirac, Jacques Chirac, président Chirac, il a été maire de Corrèze. On a vu ici au Cameroun, dans une petite région, un petit département comme le Cam, le premier délégué, c'était Michel Effet, qui n'était pas forcément un natif de Douala, mais qui est d'origine du littoral. Il a été délégué du gouvernement. C'était pourquoi? C'était pas le vote, c'était peut-être la compétence. C'est pour cela qu'il a été choisi pour occuper ce poste. Privilégions la compétence, privilégions un certain nombre de critères, les valeurs humaines, protégeons la minorité.
Pour moi, ce débat de l'article 246 est un article qui, de mon point de vue, ne devrait pas distraire les Camerounais. Merci. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la décentralisation. Tout à l'heure, Sam a dit quelque chose d'extrêmement important. Le rôle, par exemple, des sénateurs dans le cadre de la décentralisation. Regardez le choix qui a été fait par les gouvernants, où il y a eu 7 sénateurs élus et d'autres ont été nommés. On a bien jaugé pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on vote 7 peut-être ressortissants de la grande région du littoral et nommer un certain nombre. Donc, il y a des critères de sélection pour lesquels, pour le vivre ensemble, l'État, le législateur en tient compte. Donc, lorsque nous parlons de vivre ensemble, je crois qu'il faut une intégration. Pour moi, le rôle de l'État, tel que c'est défini dans la Constitution pour la protection de la minorité, je crois que c'est un bon choix. Carlos Golem, vous, quels sont les risques dans votre appréhension? Quels sont les risques qui peuvent découler d'un tel choix de la loi? Disons simplement que moi, je trouve tout simplement anachronique par rapport à l'évolution de notre société, de notre démocratie, avec les différentes conventions que le Cameroun a ratifiées et tout le reste, et même la Constitution. J'ai rappelé tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole pour dire que la Constitution rappelle le principe, le fait que chaque citoyen doit se sentir partout chez lui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les autres postes de responsabilité dans la région, dans le département, tels que le poste de préfet, le poste de sous-préfet, de commissaire de police, ne sont pas soumis à la même obligation? On aurait pu dire, par exemple, que le préfet du Vouri également doit être originaire. On aurait pu dire que le gouverneur de la région du littoral doit être originaire de la région du littoral. Pourquoi pas le poste de gouverneur? Pourquoi pas le poste de préfet? Pourquoi pas le poste de sous-préfet? Mais seulement le poste de maire, qui de surcroît est un poste qui est soumis à élection. Moi, je pense que la notion qui a été arrêtée dans le cadre de cette loi aurait pu avoir un sens si on était dans le cadre d'un système fédéral. Parce que dans un système fédéral, par exemple, chaque région ou bien chaque État est géré par les fils de la région. Or, pour le moment, nous avons adopté un système qui est l'État unitaire décentralisé. Dans l'État unitaire décentralisé, moi je vois le principe de la démocratie locale, la participation citoyenne et le fait que ce sont les élections qui déterminent qui doit être maire ou adjoint au maire. Moi, je pense que dans les listes qui ont été envoyées pour les élections du 9 février prochain, il y a des autochtones qui sont des têtes de liste dans les partis politiques. Ils sont susceptibles de gagner ces élections. Alors que sur ce plateau, il est clairement dit qu'ils sont des minoritaires, mais ils sont élus par d'autres Camerounais qui ne sont pas forcément originaires de leur origine. Le problème avec les textes qui sont votés au Cameroun, c'est qu'on a l'impression que les gens ne votent pas les lois pour l'avenir de ce pays, mais ils votent des lois par rapport à leur situation personnelle qu'ils veulent régler. Et c'est ça qui pose problème. Moi, je vais rebondir très rapidement d'entendre quelqu'un de SDF parler et d'évacuer de la main le fédéralisme. Je suis très heureux de l'entendre de votre bouche, parce que lorsque nous parlons de régions, je crois que par la Constitution, nous avons évacué le fédéralisme. Je suis très heureux quand ça sort de votre bouche que c'est écarté. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la décentralisation. Je voudrais également te remercier, monsieur le maire, parce que tu encourages que parce que nous sommes des natifs, que nous allons être élus. C'est quelque chose de très important pour nous parce que nous sommes ici. Voilà donc l'exemple que vous prenez. Avions-nous des valeurs? Sommes-nous en même d'être des députés de la nation et représentants de la région du littoral? Voilà la question. Bien sûr. Tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit qu'on est quelque part, donc origine native. Quelque part, il y a les us et coutumes. Il y a donc cet aspect culturel dont vous venez de développer tout à l'heure mon co-panéliste qui est là, M. Zang, qui a donné une description, n'est-ce pas, de ce que le législateur a pensé et qui, de mon point de vue, va en droite ligne. Moi, je ne dois pas tellement spéculer sur l'article 246.
il est encore en l'étude. Bien sûr. Il n'est pas encore voté. Vous pensez que quelque chose va changer là? Mais déjà, chez vous, quelque part, j'ai entendu des gens déjà féliciter le chef de l'État parce qu'il a dit que les chefs seront ceci, il a dit que ceci, cela. Voilà un avant-projet de loi dont nous en débattons ici. Ceux qui doivent voter nous n'ont pas encore dit s'ils sont d'accord ou pas, mais nous nous spéculons déjà pour dire qu'il faut évacuer ceci ou cela. C'est là où je trouve que l'arsenal des textes que nous avons aujourd'hui, depuis 72, 92, 94, 96, 2008, c'est les mêmes textes de loi que nous avons, mais qui changent de virgule par-ci, par-là. En ce qui nous concerne, c'est l'application des textes qui ont été votés, promulgués. Si ces textes, depuis 23 ans, avaient pris corps, que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, la notion d'autonomie, la notion de décentralisation, ce n'est pas des mots qui datent d'aujourd'hui. C'est des mots que nous avons entendus, d'autres ne sont même pas encore nés, qui sont aujourd'hui à l'université, qui sont même mariés, qui retrouvent les mêmes textes. C'est pour cela que nous autres sommes en train de nous battre pour essayer d'aller voir ce qui se passe effectivement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut être appelé à changer? Je veux savoir, qu'est-ce qui explique que les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets, qui sont aussi des responsables au niveau de la région, du département et même des arrondissements, ne sont pas soumis à la même obligation? Mais c'est pour cela que nous faisons une très grande confusion. Il y a le législatif qui est là, il y a l'exécutif qui est là. Alors quand vous posez cette question, il a fait un concours, c'est un corps de métier. Parce que là, nous faisons la différence. Moi, je suis quelqu'un qui se débrouille, je suis cultivateur aujourd'hui. C'est un corps de métier. Hier, j'étais transitaire, commissionnaire agréé en douane et autres. C'est un corps, vous êtes professeur, c'est un corps de métier. On entre dans une école pour apprendre l'orientation. Ceux-là, les gouverneurs, les préfets et autres, ne sont pas comme toi et moi. Ils sont passés par une école, oui, ce ne sont pas des nominations. Mais il est plus facile de nommer, hein? C'est pour cela donc que quand on retrouve par exemple 10 ou 15 personnes qui appartiennent à la même région que moi, et que tous doivent être des gouverneurs, il faudrait que quelque part qu'on regarde s'il y a la compétence. Nous n'avons pas demandé ici, en ce qui me concerne, d'évacuer la compétence. C'est là que j'ai dit tantôt que la démocratie, c'est le nombre, mais qui n'est pas forcément la compétence. Non, c'est également la protection des minorités. Je suis parfaitement d'accord avec vous que la démocratie, c'est également la protection des minorités, mais en même temps, lorsque un texte de loi est en étude à l'Assemblée nationale, il est de bon ton que les Camerounais en débattent. Absolument. Et le débat que nous sommes en train de faire, c'est pour que ceux qui sont à l'Assemblée nationale puissent nous suivre. Peut-être ce que nous disons peut les amener à changer une virgule pour améliorer le texte. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, j'ai salué le fait que désormais le maire de ville sera élu. C'est une avancée. Mais sauf que, comme ce gouvernement ne peut rien faire de bon sans y ajouter quelque chose de très grave qui va complètement détruire son texte, ils ont ajouté une notion qui est en train de diviser les Camerounais. Élisant, oui, vous comprenez justement ce tollé qui s'exprime par exemple ce soir par Carlos Ngoualem. Il y a quand même des gens qui se sont, j'ai failli dire violemment dans le sens verbal, interrogés vis-à-vis de cette proposition. Pourquoi cibler? Pourquoi ce conservatisme autour de la gestion de la ville? Bon, je vais être sincère. Il y aura beaucoup d'argent. Question d'argent. Bon, non, vous savez. Donc, en réalité, c'est. Non, pas en réalité. C'est une discussion autour du gâteau, quoi. Le législateur protège les minorités et les majorités. Dans la gestion du gâteau? Non. Et le législateur veut que les minorités ne disparaissent pas. Ça, c'est clair. J'ai déjà dit que je suis d'accord pour que les maires des villes soient ceux qui sont originaires de la région. Tout ça. Mais il va arriver un moment où on devra comprendre que Amadou puisse être maire de Douala. Ça va arriver. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Pourquoi vous dites que c'est une question d'argent? Mais maintenant, tout ce que vous entendez là, monsieur Dipita,
il y aura beaucoup d'argent à gérer lors de la décentralisation. 15% du budget de l'État. Dans le sur projet 4 000 milliards, ça fait combien? Dans le projet de loi, ça tourne autour de 600 milliards. Mais à distribuer parmi... Ça, c'est ce que l'État transfère absolument, comme manne financière. Maintenant, vous avez dans le processus de comme la mairie qui vont être libérés à la commune. Et la commune deviendra le premier pourvoyeur d'emploi de sa commune, la police, les enseignants et tout. Il y a beaucoup d'argent en jeu, monsieur le député. Rien que le délégué actuel, même comme il est nommé là, rien que l'argent qu'il gère, ça donne le vertige. Donc, tous ces hommes politiques, tout le combat qu'on mène là, le bavardage qu'on fait de gauche à droite là, c'est pour gérer l'argent là. Mais maintenant, si on met de côté cet aspect financier d'argent qu'il faut gérer, mais regardons maintenant dans le construit de la ville. Est-ce que vous savez, monsieur Dipita, que nous sommes en train d'arriver à un niveau où les Bassa estiment au même titre que les Sawa qu'ils ont été dépossédés de la ville? Est-ce que vous avez remarqué l'engouement populaire qu'il y a eu à l'élection de M. Gustave Ebanda comme maire de Douala 5e? Est-ce que vous avez vu l'engouement? Est-ce que vous voyez l'engouement qu'il y a quand on apprend que le candidat... Monsieur Djebaï est candidat à Vori-Est. Tout à fait. Merci. J'ai suivi Ompo, je dis bien Ompo, la semaine passée. Comment les gens étaient contents d'apprendre qu'il y a Emmanuel Pongo, Moseline Djebaï, Hervé Manuel Com. Jean-Michel Nietzsche. Non, je cite, c'est ça de quoi je parle. C'est le meilleur député du littoral. C'est pas là le problème. C'est ça. Mais citez-le. Non. Mais vous ne pouvez pas citer les gens, vous oubliez le premier. Je ne cite pas les... Vous allez le citer lorsque vous aurez votre temps de parole. En parlant du pot, je cite l'engouement que cela suscite au peuple Bassa pour partir. Le fait qu'ils voient les leurs. Il est concerné. J'y arrive. Bien sûr, il est concerné. Lui, il ne veut pas citer les gens de l'opposition. Hein. Ah non, comment tu peux pas citer de l'opposition? Si je ne paye pas l'opposition. Je suis de l'opposition. Ok. Vous savez que non, c'est-à-dire nous faisons pas de l'amalgame. En fait, ce que Carlos Golem veut dire, c'est que l'UNDP est quand même la majorité présidentielle aussi. Non, en fait, quand on crée un parti politique, ça c'est un non-sens lorsque vous dites que tel est de la majorité présidentielle ou ne l'est pas. Il y a une élection présidentielle des candidats en fonction de leur programme politique. Chaque candidat s'est présenté et autour de ce candidat s'est bâti des coalitions et tout un tas de choses. L'UNDP est dans la plateforme gouvernementale de la République. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est accéder au pouvoir, gérer, partager avec toutes les forces vives pour la construction nationale. C'est ce que nous disons. Voilà la définition d'un parti politique. C'est ce que nous disons. Maintenant donc, nous nous présentons à une élection comme celle-ci. Sambaka a fait certainement une coalition. M. Djebaï est en train de faire une coalition où il a fait également. Vous êtes rapprochés de nous. Les a fait comme ça dans la deuxième. Est-ce que je peux vous dire combien de vos responsables sont passés? Permettez, il va terminer, mon cher, à côté. Sont venus me voir, les plus hauts responsables de votre parti, pour une coalition. Et tout à l'heure, vous avez bien su le dire, que à cause peut-être des égoïsmes et des incompréhensions, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu cela parce que les autres ont joué à la malice. Et parmi nous tous, il était l'unique personne à déclarer très rapidement qu'il a pu constituer une coalition autour de sa candidature. Mais si mes souvenirs sont exacts. C'est donc pour dire que le sujet que vous évoquez, non, vous-même, s'il y a quelqu'un, un parti politique qui est derrière le RDPC, c'est le S. Merci. Élie, vous... Monsieur Dipita, vous reviendrez. Monsieur le maire. Monsieur Dipita, je ne laisserai pas passer oui, d'accord, mais tout à l'heure. Telle déclaration. Vous reviendrez tout à l'heure. Non, écoutez, Carlos. Moi, je préfère reprendre du tic au tac. Mais il y a un temps de parole. Il y a un temps de parole, mais vous n'allez pas laisser passer n'importe quoi. Le SDF est un parti d'opposition depuis sa création. Le 26 mai 1990, nous n'avons jamais fait partie du pouvoir. Absolument.
Nous ne sommes jamais entrés au gouvernement malgré les avances qui nous ont été faites. Par contre, l'UNDP de M. Djebaï est membre du gouvernement depuis 1997. Et ils sont restés au gouvernement. Nous y sommes. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est dans la majorité présidentielle... Monsieur, évitons de faire le ping-pong. Je redonne la parole à Elie. Elie, vous terminez. Oui, je termine. C'était pour faire comprendre que, voyez-vous l'engouement que cela suscite. Vous avez par exemple M. Sambaka, originaire de la région du littoral. Est-ce que M. Sambaka n'a pas le droit d'être le maire de la ville de Douala? Il a le droit. Son oncle, Michel Effet, est-il venu délégué? Pourquoi est-ce que parce que nous, les petits, nous les autres, sommes arrivés en masse, on va leur enlever? Non. Nous devons plutôt les accompagner à construire la ville. Monsieur le maire a fait ici une virgule en parlant des fonctionnaires, des sous-préfets, préfets. Non. Le fonctionnaire est appelé à servir partout. Bien sûr. Le fonctionnaire doit aller au nord aussi. Une mission le maire est élu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le sous-préfet et le maire. C'est pour ça qu'on ne lit pas le sous-préfet. Il est nommé. C'est celui qui a le pouvoir régalien de les nommer, de savoir les dispatcher à travers le triangle national. Et jusqu'à présent, le président de la République arrive fort bien à le faire. Il revient maintenant à nous, M. Goualem. Nous avons la légitimité et la légalité d'être candidats dans nos mairies d'arrondissement. Nous l'avons. Et c'est nous qui allons choisir, si nous sommes élus le 9 février 2020, celui qui va diriger les hautes destinées de la grande ville plus tard. Ça veut dire qu'on nous suit aussi, on respecte notre choix. Et c'est nous qui allons les lire. Mais maintenant, nous devons accepter que ce soit les enfants de cette région. Merci. Il le faut. Sambaka. Sinon, on est en train de construire là et continuer à construire une injustice. On n'a fait que normaliser ce qui se faisait avant par une nomination. On passe maintenant juste par une élection. Sambaka, est-ce que l'un des enjeux dont on peut considérer comme étant les non-dits de cette question n'est pas la question du foncier, la gestion des terres? On peut englober cela, même comme Elisa en disait tout à l'heure, l'argent. Il y a l'argent. Il y a beaucoup de choses à gérer. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de parler de quelque chose, on ne devrait pas s'y attarder. Tout simplement parce qu'il n'y a même pas un problème. Il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est comment est-ce que les territoires décentralisés vont être gérés. Est-ce qu'ils seront encore sous la tutelle de ce que nous savons? Est-ce qu'il y aura comment on appelle cette juxtaposition, ce problème de dualisme, parce que jusqu'aujourd'hui, le maire agit, le sous-préfet fait la même chose, peut faire la même chose que le maire, etc. etc. Donc on a ce problème-là qui se pose. Est-ce que l'administration centrale va continuer à gérer ou alors sera le contrôleur? Parce que dans la décentralisation, l'administration centrale est là pour veiller à ce que les lois de la République soient respectées et que les élus ne se perdent pas et se croient peut-être en train de créer une autre République. Donc ils ont le devoir de contrôle. Et quand ça ne va pas, ils saisissent le tribunal pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Moi je crois que c'est à ces niveaux que le débat sur la décentralisation devrait se faire. Parce que double emploi, ça coûte cher pour rien. Ensuite, il y a chevauchement, c'est-à-dire conflit. Nous allons avoir des élus qui seront en perpétuel conflit avec l'administration centrale représentée par les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Comment faire pour avoir une loi afin que chacun puisse jouer son rôle sans qu'il n'y ait un chevauchement, soit sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, un blocage qui va entraîner donc des problèmes à n'en plus finir et on va se retrouver en train d'avoir une administration locale comme l'administration centrale paralysée parce que les députés n'ont pas bien pensé la décentralisation parce qu'ils n'ont pas tenu compte du terrain et ils n'ont pas tenu compte de ce que c'est que cette décentralisation. Donc, d'où nous allons vers une déconcentration qui existait déjà,
qui a été juste assoupli, mais où le contrôle du pouvoir central de l'exécutif est toujours au-dessus de ce que peut être le pouvoir de ceux qui ont été élus. Moi, je crois que c'est là qui est un problème. Parce que si nous avons le problème qui se passe au NOZO, c'est à cause de cela. Si en 91, après la réunion tripartite, la décentralisation avait été appliquée, je pense que nous n'aurions pas eu tous ces problèmes. Le problème qui se situe là, c'est que nous sommes en train de dire que nous sommes dans la décentralisation, alors que nous sommes encore dans la déconcentration. Cette loi est venue donc régler un certain nombre de problèmes. Je reconnais dans ces lois beaucoup de choses qui ont été discutées à la tripartite, n'est-ce pas? Mais toutes les lois sont à parfaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Cameroun d'aujourd'hui ne peut pas être le Cameroun dans 50 ans. Dans 50 ans, on aura d'autres problèmes qui vont être évacués. Nous tuons aujourd'hui. Moi, je me rappelle comment est-ce que nous avons été traqués par la police parce qu'on cherchait des fichiers informatisés pour les élections. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous ne parlons plus de fichiers informatisés. Nous sommes en train de revendiquer, n'est-ce pas, une digitalisation totale du processus électoral. Donc, c'est comme ça dans 50 ans. Quand on va dire qu'on était en train de bagarrer, parce qu'il fallait qu'un autochtone soit délégué, soit super maire à Douala, on va trouver qu'il est même difficile de trouver quel est l'enfant qui n'a pas connu les mélanges et les mélanges et les mélanges au point où tout le monde, le Cameroun se retrouve un. C'est ça l'objectif que nous devons atteindre. Mais nous ne pouvons pas atteindre cet objectif si nous laissons un seul de nos avantages à avoir plusieurs ethnies et autres tomber dans l'eau. On ne peut pas faire disparaître une de nos valeurs culturelles. C'est ça qui est l'essence même de notre pays et c'est ça qui est la force de notre pays. Donc, on doit préserver tout cela. Rien ne doit disparaître. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que nos héros ne sont pas suffisamment célébrés. Parce que si nos héros étaient suffisamment célébrés, peut-être qu'on aurait d'autres approches. On verrait que les gens ont combattu pour le bien-être des populations. Les gens ont ouvert leurs mains, ont ouvert leurs bras pour que le Cameroun soit uni. Et à cela, il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire disparaître quoi que ce soit qui soit quelque chose de fort pour le Cameroun. Alors, Carlos, je voudrais quand même également faire cette autre lecture qui semble bien occuper les conversations. D'aucuns pensent que le statut spécial qui accorde un certain nombre de privilèges, de détachement par rapport à la décentralisation aux régions du nord-ouest et du sud-ouest pourrait être considéré comme le parallèle de cet article 246 pour ce qui est de la décentralisation dans les autres régions. Je veux dire qu'en même temps, le constat est fait que ceux qui soutiennent ce statut spécial sont souvent également ceux qui contestent cette autochtonie. Non, écoute, moi je pense que le statut spécial, en réalité, c'est une fuite en avant du gouvernement par rapport à la demande fondamentale qui était basée sur la demande du fédéralisme. En réalité, le statut spécial que le gouvernement a donné, c'est pas ce que la population attendait. La population attendait le fédéralisme. On a choisi la fuite en avant. Maintenant, c'est à eux d'assumer. Maintenant, attendez. Parle bien français. Je dis, la population, la demande qui était formulée aussi bien par les partis politiques, la société civile et même les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'était le fédéralisme. Ah bon? Le gouvernement a décidé de donner le statut spécial. Moi, je considère, la population demande je considère donc le statut spécial comme une fuite en avant. Maintenant, si vous voulez que je donne mon avis sur tous ces débats qui alimentent les réseaux sociaux et même les médias, c'est que, en réalité, les Camerounais débattent parce que nous avons un texte qui est flou, avec des notions floues qui ne sont pas suffisamment expliquées aux Camerounais. Moi, je pense qu'il ne serait pas inutile, par exemple, que dans ce même texte-là, qu'on définisse les notions.
la notion d'autochtone, la notion d'autochtonie, la notion de minorité autochtone. Il faut expliquer ça aux Camerounais. Deuxième chose, je pense que si nous voulons que ces notions-là puissent exister, qu'on aille au fédéralisme. Parce que l'État unitaire décentralisé n'est pas compatible avec ces notions-là. Ces notions sont beaucoup plus compatibles avec le système fédéral. Si nous voulons que ces notions-là soient maintenues dans la Constitution et dans cette loi, qu'on aille directement au fédéralisme. Troisièmement, moi je crois que vous avez au Cameroun des villes qui ont acquis les villes, c'est-à-dire qui ont, on peut dire, qui sont un peu particulières. Douala, Yaoundé et Bafoussam. Je pense que, et ça j'ai lu un texte de Madame Biolay qui a beaucoup insisté sur le fait que, par exemple, on peut accorder un statut spécial. Puisqu'on a donné le statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest, dans le cadre de la loi en discussion à l'Assemblée nationale, on peut également accorder un statut spécial aux villes de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam, par exemple, qui sont des villes fortement cosmopolites, pour faire en sorte que la restriction pour l'accession au poste de maire de ville ne soit pas la même chose qu'ailleurs. Douala et Yaoundé, ce sont des villes. Nous avons la capitale politique, Yaoundé. Nous avons la capitale économique, Douala. Et puis vous avez des villes comme Bafoussam qui sont de très grandes villes qui peuvent également bénéficier d'un statut spécial par rapport à leur caractère fortement cosmopolite. On devrait faire en sorte que le maire de Douala soit un maire qui est représentatif de la population de la ville de Douala et qui est porteur d'un projet pour la ville. Je pense que si vous mettez un autochtone dans la ville de Douala, pour que la ville soit dans l'état que nous connaissons, si vous mettez un allogène pour que la ville soit dans le même état, moi je pense que ce soit l'autochtone ou l'allogène, s'il n'est pas patriote, s'il n'aime pas sa ville, s'il n'est pas porteur d'un projet, je pense que les populations n'ont rien à cirer. Ce que nous attendons, c'est un maire qui travaille pour les populations. Vous êtes donc d'accord avec nous pour la compétence? Merci. Je suis un peu très gêné. Moi, je dirais que le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est d'abord une crise morale. Et c'est de la responsabilité de presque nous tous. Lorsqu'on vous nomme quelque part, lorsque vous êtes élu quelque part, lorsque vous avez une responsabilité quelque part, est-ce que vous assumez cette responsabilité en âme et conscience? C'est ça. Lorsqu'on parle, par exemple, de la crise dans le Nozo, vous citez Douala, c'est le fond économique. Maroaou, Garoaou, Gandereou, Edeaou, ils en souffrent autant. Mais peut-être là-bas, il n'y a pas de mort comme ce que nous voyons. Mais nous voyons d'autres qui meurent, pas par des fusils ou par des éliminations physiques, mais par la crise. Le manque d'emploi, le désœuvrement, l'alcoolisme, tout ce qui peut y être comme méfait. Dépravation des mœurs. Voilà. Donc, la décentralisation, la régionalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans des régions. Je crois que le volet fédéralisme, nous n'en sommes plus là, puisque ce n'est même pas dans la Constitution. On aurait bien souhaité, peut-être de votre point de vue, qu'elle y soit. Mais l'intérêt aujourd'hui, je crois que ce n'est pas là. Voilà un cadre d'expérimentation dans le Nozo. Mais nous aurions souhaité que ce ne soit pas tout simplement dans le Nozo, que cela regarde aussi d'autres régions qui en souffrent autant. En ce qui concerne les textes, je crois que c'est un toilettage des textes. Tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'ai bien dit que nous avons des textes depuis 1972, les textes de 1994, les textes de 1996 et les textes de 2018. Et
mon cher ami et frère Sam l'a relevé tout à l'heure, le Sénat a été mis en place il y a combien d'années? Plus de 6 ans. Quel est le rôle du Sénat? C'est dans le cadre de la décentralisation que les sénateurs ont été élus, nommés. Quel est leur rôle? Depuis bientôt 6 ans. C'est la question. Ils devraient donc jouer ce rôle. Et quand on regarde au niveau des démembrements de l'État, je crois que les institutions internationales nous ont même accompagnés dans ce cadre. Quand je prends l'exemple du Programme national de développement participatif, on n'en parle jamais. Voilà un outil de travail pour la formation, pour l'orientation, pour accompagner la décentralisation. Bientôt 10-15 ans. Ils ont formé des cadres et autres, mais on n'a jamais mis cette décentralisation en marche et beaucoup sont en train d'aller en retraite ou sont partis en retraite. C'est là que je suis gêné, très gêné du retard de l'application des textes qui existent depuis fort longtemps. Ce qu'on nous produit aujourd'hui, c'est du papier collé. On change la virgule, on remet l'apostrophe, le i-tréma, etc., etc. Je souhaiterais donc, c'est pour la campagne, que députés de la nation, avec la petite expérience que j'ai accumulée pendant ma période où j'étais encore très opérationnel, aujourd'hui où je suis cultivateur quelque part, que ce soit à même de démontrer, de par peut-être ma petite personne, ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas une leçon. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'opposition, que vous êtes opposant. Non, on ne se déclare pas opposant. Nous voulons des forces de proposition. Et nous en sommes une force de proposition. Nous sommes un parti d'opposition. Ah, vous avez parlé de l'opposition. Je crois qu'il est témoin. Nous sommes une force de proposition. Et non d'opposition. Ah. Je vous donne la définition, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Donc nous sommes une force de proposition. Nous sommes un parti d'opposition, nous critiquons l'action. Critiquer et proposer. Et évidemment, il ne faut pas tout simplement critiquer, mais il faut proposer. Justement, sur ce plateau, nous proposons. Merci. Élisant, allez-y. On n'a pas remis aux NOZO, on n'a pas offert aux NOZO le statut spécial. Le dire, c'est les insulter. On a corrigé une injustice. On a remis aux NOZO ce qu'on leur a pris d'une manière brutale. On leur a pris le fédéralisme. Non, c'est là que j'ai parlé tout à l'heure de la crise morale. Je parle du modèle de gestion. Oui, j'en conviens. Mettez fédéralisme, mettez confédération, mettez État unitaire, mettez ce que vous voulez. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être des populations. Ils étaient habitués à ce qu'on a appelé ça l'école indirect rule, c'est-à-dire la gestion directe. On leur a appris avec notre modèle français. Aujourd'hui, on est revenu leur remettre leurs choses. C'est tout à fait normal. Donc, monsieur, on ne leur a pas offert quelque chose. On a corrigé une injustice. C'est pas ce qu'ils demandaient. Hein. La deuxième chose, c'est comment est-ce que les populations camerounaises ont exprimé leur volonté du fédéralisme. Je ne sais pas à quel moment il y a eu réunion avec les populations camerounaises pour qu'elles disent qu'elles veulent le fédéralisme. Il y a la société civile dans le NOZO. Hein. Je ne sais pas à quel moment la société civile s'est assise avec toutes les populations du NOZO pour dire qu'elles veulent le fédéralisme. Non. Les populations s'expriment à travers deux choses. De manière référendaire ou alors par rapport à un suffrage. Il y a les représentants des populations qui sont les. Il y a eu des choix de la forme d'État pendant la campagne d'octobre 2018. Il y en a qui promouvaient le fédéralisme, il y en a qui étaient pour l'État unitaire décentralisé. Les populations ont choisi celui qui était pour l'État unitaire décentralisé. Les populations n'ont pas voté. Hein? Ça, c'est votre point de vue. Maintenant, ils ont voté. Ça, c'est votre point de vue. Maintenant, il faut évoluer. Ce que je sais, M. Djipita, c'est que les populations du NOZO, du moins les représentants, les conseils municipaux, ont donné 7 sénateurs à ce parti. Là, c'était normal. C'était bien. Ce que je sais, c'est que vous êtes candidat là-bas. Ça, c'est normal. Ce que c'est après, c'est que quand vous serez maire, député là-bas, ça sera normal. Monsieur, c'est ça qu'il faut éviter. Ça, je rejoins mon père quand il parle de la crise morale dans ce pays. Il faut qu'on arrête de penser comme nous pensons. Il faut qu'on évolue. Je te dis, et on a l'impression, monsieur Djipita, que les acteurs politiques aiment dire
la vérité, rien que quand il faut tirer sur Biya, de son régime. Mais il les a aidés. Tu as l'exemple de la GINA. Il leur a donné 7 sénateurs. Est-ce que c'était l'opposition? Le RDC c'était face à l'UNDC. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, il change de costume pour dire que vous êtes opposant. En 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont terminé, et puis on va sortir cette question. Pas évident. C'est-à-dire, on parle d'autonomie et dialogue. Je ne veux pas créer le désordre sur ton plateau. Je prends l'exemple, monsieur. Monsieur Jupiter. Emmanuel Zété, nommé délégué du gouvernement à la Bafoussam. Est-ce que vous savez que le jour que le président de la République signe le décret, certains chefs de Bafoussam estiment qu'il n'est pas fils de Bafoussam? Voilà. Estime qu'il n'est pas fils de Bafoussam. Mais on a oublié que M. Emmanuel Zété était le plus gros contributeur en termes de pouvoir d'emploi, de paiement des taxes dans la ville de Bafoussam. C'était le plus grand contribuable, ça c'est évident. Maintenant, on lui trouve que non, il est de Banjoun, il est ceci, il est cela. C'est donc ce genre d'injustice que cette nouvelle loi-là viendra corriger. C'est pour ça qu'on dit la région de rattachement de la ville que vous aurez à dire. On n'aura plus à dire que Carlos Goualem n'est pas Bana, n'est pas Badoum Kassa, n'est pas... Il est de l'Ouest, oui. Il peut être maire de Bafoussam. Merci. Je voulais que vous me permettez de faire une précision. Hein. Oui, et puis le président Sambaka va terminer. Parce que Charles Elisa, tout à l'heure, a dit que les populations du Nozo ne se sont pas prononcées par rapport au choix de la forme de l'État. Il faut rappeler que l'association des chefs traditionnels du Nord-Ouest a fait un communiqué pour prendre clairement position par rapport au fédéralisme. Bref, ils ont dit que les populations veulent le fédéralisme. Vous avez suivi la Deuxième chose. Aujourd'hui, vous avez suivi M. Bouté. Lors de la tournée du Premier ministre, Dion Gouté, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, lorsqu'il avait terminé sa tournée, il avait déclaré que on peut désormais discuter de tous les sujets, y compris du fédéralisme. C'est tout simplement parce que lorsqu'il a rencontré les populations, il s'est retrouvé confronté à cette réalité-là. Vous avez suivi, et il a dit, moi je ne l'ai pas suivi. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Sambaka. Il contredit l'association des chefs. Sambaka, pour terminer il a parlé à la suite d'une réunion de tous les chefs du Sud-Ouest. Il était porteur de la voix des chefs du Sud-Ouest. Merci. Vous dites qu'il ne veut plus de fédéralisme. C'est pas la question. Sambaka, pour terminer sur ce premier thème. Oui, je dois dire que quand on est en train de réfléchir pour le pays, il faut réfléchir de manière positive, c'est-à-dire donner la chance que nous puissions arriver à un consensus, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Mais il y a la recherche du consensus qui est fondamentale. Vous avez vu que, en termes de délégués du gouvernement, quand les élections ont démarré au Cameroun, nous avions, je crois, 2 ou 3 délégués de gouvernement. Cela s'est multiplié. Nous sommes arrivés, je crois, à 14. 14. Et quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est l'argent derrière tout ça. Parce que il y a un délégué de gouvernement à Kumba. Il n'est pas à Boya, il n'est pas à Limbe. Il est à Kumba parce que c'est Kumba qui rapporte le plus d'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que les téléspectateurs ont bien compris que c'est presque un faux problème. Nommer un délégué, élire un maire d'une ville et qu'on demande que cette ville soit gérée par quelqu'un qui est de la région, ce n'est pas nouveau. C'est une habitude camerounaise, ça a toujours été comme ça. On veut la formaliser parce qu'on va aux élections. Donc la loi qui va... Maintenant, si on veut discuter sur le problème d'autochtone, allogène et tout ça, là, on peut trouver d'autres termes. Mais l'essentiel étant de préserver nos valeurs culturelles, que personne ne disparaisse et que personne ne soit avalé. Parce que chaque élément constituant Cameroun est important pour que le Cameroun soit celui qu'il est, l'Afrique en miniature. Merci. Donc ça, c'est important à savoir parce que
Là où il y a les problèmes, nous ne sommes pas en train de discuter, parce que quels sont les mécanismes qui vont être dévolus pour que la décentralisation, la régionalisation prennent corps et qu'il n'y ait pas de chevauchement. C'est ça qui est important. Moi, je crois que si nous laissons ce côté-là, ça va poser des problèmes. Le statut spécial, pour terminer, dont nous avons parlé au grand dialogue, était un statut spécial où il fallait mettre un contenu. Et moi, j'ai toujours peur des termes. Parce que le fédéralisme peut être un fédéralisme centralisé. Si nous allons dans le jacobinisme de notre préfectoral, c'est comme il peut être décentralisé si nous utilisons le système anglo-saxon avec le Daerol et autres. Donc il faut faire très attention avec les termes. C'est les contenus qui sont importants et les mécanismes qu'on met en place pour atteindre les objectifs que nous visons. Donc, le développement local, le développement participatif, c'est ça qui est le fondement même de ce que nous recherchons. Nous voulons que nos populations soient émancipées, qu'elles participent à la construction de leur pays, de leur commune, de leur région, etc., etc. Dans ce cas-là, il faut que les institutions soient bien agencées de telle sorte que l'un ne vienne pas tuer l'autre. Il ne faut pas que les nommés viennent tuer les élus. Et on a parlé de ça précisément au dialogue national, parce que si la décentralisation n'a pas eu cours au Cameroun, c'est parce que l'exécutif a bloqué la décentralisation. Donc il faut qu'on comprenne bien, on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et évoluer comme ça. Il faut qu'on sache quel est notre vrai problème. Le vrai problème de la décentralisation, le vrai problème de la régionalisation, c'est le partage. Absolument. Il faut que chacun ait son rôle à jouer. Mais il ne faut pas qu'on pense que l'État central n'existera pas. Il sera toujours là pour contrôler si on respecte l'esprit de la loi, si on n'est pas en train de dévoyer ou si on n'est pas en train de bâtir un autre État. Merci Sambaka, merci aux autres panélistes pour ce premier thème. On va prendre la transition et aborder la deuxième question de ce soir, le profil des candidats. Législative et municipale 2020, le profil des candidats, c'est l'intitulé du deuxième thème. Et les camarades ont validé 451 listes sur 470. On l'a dit à l'entrée de l'émission, les recours vont se faire jeudi, aussi bien au Conseil constitutionnel qu'à la cour d'appel du centre et des différents tribunaux, évidemment, pour définitivement évacuer cette question-là. Mais qui serait le bon maire, le bon conseiller, le meilleur député? Quels sont les profils de ces candidats pour qui sait peut-être avoir des hommes de qualité, des hommes de compétences pour mieux assurer la gestion de notre cité? Autrement, c'est la première question que je pose. Tout le monde se plaint de l'État qu'est devenu le Cameroun d'aujourd'hui. Un État qui n'assure pas toujours le plein emploi à sa population, qui ne remplit pas toujours le panier de la ménagère. Un État qui a beaucoup de défis, où il manque souvent de l'électricité, par-ci de l'eau. Est-ce qu'on peut dire, peut-être partant de là, que les élus, jusqu'à date, n'ont pas toujours été des personnes au profil qui pourraient, ou alors qui auraient pu asseoir une gestion saine, pérenne de la cité, pour permettre le développement de nos quartiers, le développement, l'épanouissement des populations élisantes? Le choix du candidat. Quel est le profil? Je voulais d'abord faire un petit rappel historique. Je crois que le choix du candidat commence d'abord par le parti qui l'investit. Absolument. Quelles sont les procédures mises en place par le parti pour investir son candidat? Il est d'autant clair que quand vous avez un militant qui est arrivé comme ça, et qu'il est investi parce qu'il a des réseaux dans le parti, c'est le temps évident qu'à la fin, on aura cet élu-là qui va vous tourner le dos quand il est élu. Une fois, en 2007,
lors des élections municipales législatives, au cours d'un discours que j'avais à prendre au nom des jeunes, j'avais interpellé les deux têtes de liste. À l'époque, c'était Denis Fampou et Monaco, non, pour les législatives et Denis Fampou municipal, pour leur dire qu'on nous a habitués à ces élus-là qui, une fois élus, achètent les chiens. On nous a habitués à ces élus-là qui, une fois élus, ont des barrières, alors qu'il n'y avait pas de barrières avant. On nous a habitués à ces élus-là qui disparaissent pendant 5 ans et apparaissent au moment où il faut encore les réinvestir. Là c'est un militant du RDPC qui interpelle les candidats du RDPC. Et de leur dire que vraiment, à un moment donné, il faut qu'on arrête ce genre de comportement et qu'on pense à la construction de la cité. De l'autre côté, il est d'autant clair que l'élu n'est pas l'élu du parti. Quand on est élu, on n'est pas là pour promouvoir rien que ses camarades. On doit travailler pour toute la cité. Encore moins ses camarades, encore moins ceux des membres de sa propre tribu. Eh bien, monsieur le député, vous allez me demander quel est le profil type du candidat. Je vous dirais que chacun vient avec sa philosophie, chacun arrive avec son éducation, chacun arrive avec son savoir-faire, mais on en a quand même qui, dans le monde libéral, qui sont soit médecins, soit hommes d'affaires, soit entrepreneurs, qui ont quand même une certaine expertise, qu'on voit que là-bas ça a réussi. On se dit, s'ils sont maires, s'ils sont députés, ils peuvent ramener leur expertise de technocrate dans ce monde de politiciens et faire les choses telles qu'il se doit. La troisième chose, je veux aussi parler de la connaissance de ce candidat-là, de l'environnement dans lequel il vit. C'est clair qu'on ne veut plus ces députés-là qui applaudissent pour applaudir. On ne veut plus ces maires-là qui n'arrivent pas à comprendre que la mairie est un pourvoyeur de richesses et qu'il ne faut pas toujours attendre l'argent que l'État va vous donner, même comme l'État veut toujours garder la main mise sur l'argent, et que vous pouvez créer, encore que comme le code de la décentralisation qui arrive là vous donnera plein moyen, que cela soit à l'abri quand même de l'argent. Et enfin, que les règles soient bien établies entre le receveur, je dis bien entre le receveur et l'ordinateur qui est le maire, pour que la mairie joue son rôle. Je vous dirais donc, voilà, à mon humble avis, la vision que j'ai du candidat qui arrive. Comment est-ce qu'il est investi? Comment est-ce que son parti a préparé? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qui est-il? Sambaka, voilà pour moi. Et nous allons un peu bouter en touche l'entrée de cette thématique, parce que autrement la question était de savoir, au regard du bilan, éventuellement si on peut faire un bilan, mais je veux dire que même si on l'a pas sur un document ou chiffré, à l'observation, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de besoins que les populations ont exprimé encore. Vous vouliez interroger ceux qui sont en place, quoi. Oui. Au regard de ce bilan, oui. vous pourriez dire qu'on a eu les élus qu'on méritait, qui ont fait le boulot? Non. Vous savez, il faut bien comprendre ce qui s'est toujours passé au Cameroun. L'exécutif a toujours pris le dessus sur le législatif. L'exécutif, ce sont les ministres qui viennent battre campagne pour le maire du RDPC. Ce sont les ministres qui viennent battre campagne pour les députés qui iront à l'Assemblée nationale. Et quand ces députés arrivent à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas interpeller les ministres, ils ne peuvent pas contrôler l'action gouvernementale. Donc ce schéma-là, c'est celui que nous avons vécu pendant longtemps. Maintenant, on est passé à la réunion tripartite en 91, où on a consacré la décentralisation. On a dit, on va vers la décentralisation, c'est-à-dire donner le pouvoir aux collectivités décentralisées, en commençant par les communes. Qu'est-ce que les communes majoritairement du parti au pouvoir ont fait? Leur association, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont revendiqué la décentralisation? La décentralisation profite à qui? C'est d'abord aux collectivités territoriales décentralisées. Eux, ils se sont complets, ils étaient là, ils ont accepté, n'est-ce pas, que les maires soient résolus à signer les actes de mariage, de décès, et puis les actes de. Vous comprenez? Absolument. Donc, ça, c'est déjà le premier échec. Des maires qui n'ont pas pu revendiquer leur autonomisation suite à comment on appelle, à la Constitution de 96, qui consacrait la décentralisation. Donc, ils devaient lutter pour cela. Cela a suivi par les sénateurs qui sont partis
Ils n'ont pas revendiqué les collectivités territoriales décentralisées. Vous comprenez? Ils n'ont pas regardé toutes ces choses-là. Et on s'est retrouvé à la fin dans une situation vraiment difficile où, moi je prends l'exemple de l'UDC, où il y a 10 ans, le docteur Adamou Damdjoya sortait un ouvrage suite à ces problèmes de 91 où il intitulait « Pour un nouveau contrat social ». Vous comprenez? Moi, je prends mon exemple. Il y a 7 ans, je sortais, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, un plan d'urgence communal participatif qui devait permettre, n'est-ce pas, aux communes d'avoir une certaine partie du budget de l'État qui leur permettrait de développer leur commune. Et c'est ça qui aurait permis d'avoir donc des communes de développement qui allaient freiner l'exode rural, qui allaient permettre que le Cameroun se booste en même temps. Nous avons 360 communes, nous aurions 360 maisons de la culture, nous aurions 360 possibilités, n'est-ce pas, de développement. Dans un pays où il y a beaucoup de choses, beaucoup de spécificités, chacun développant ce qui est à sa portée et ce qui est favorable à l'épanouissement des populations de la cité. Donc toutes ces propositions hardies étaient des propositions qui pouvaient permettre d'éviter les soubresauts qu'on a connus, par exemple dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les souffrances que nos populations connaissent dans l'extrême nord. Si vous prenez l'extrême nord et vous vous dites que ces gens, la culture par exemple des oignons, nous sommes en pénurie d'oignons. Le sac d'oignons est à 135 000 francs aujourd'hui. Mais les oignons qui viennent de l'extrême nord sont des oignons de qualité avec un label. Vous pensez que si ces communes-là étaient des communes de développement à qui on avait affecté ne serait-ce que 1 ou 2 milliards de francs chaque année, ils n'auraient pas organisé les populations pour que l'oignon du Cameroun soit exporté et labellisé? Donc, voilà pourquoi on dit le développement local, le développement participatif. C'est pour l'épanouissement des populations. Donc, si aujourd'hui, nous allons à un dialogue et que les maires ne peuvent pas s'entendre pour dire que nous avons besoin de 40% du budget de l'État pour que le Cameroun soit boosté en même temps, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont failli. Parce que les 10-15% qu'ils ont demandé, c'est faible. On va leur affecter des charges incommensurables. Et ils vont avoir des difficultés. Alors que nous avons la France, mère patrie, qui est à 70% de leur budget dans les territoires décentralisés. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas arriver à Paris sans voir dans un arrondissement, on est en train d'arranger la route, on est en train d'anticiper sur ceci, on est en train d'anticiper sur cela. Donc nous ne prenons même pas le bon exemple. Et je dis qu'il faudra que les maires puissent discuter pour le bien des populations. Il faudra que les maires sachent mesurer ce qu'on leur donne comme ressources et ce qu'on leur donne comme tâches. Parce que c'est bien beau de dire qu'ils vont payer ceci, ils vont payer cela, mais est-ce que les 10 ou 15% qui vont sortir de l'Assemblée nationale pourraient leur permettre d'être à la hauteur de cela? Et qu'est-ce qui justifierait donc qu'on soit dans un pays décentralisé et qu'on ait 70 ministres? Tout ça, il faut qu'on puisse répondre à cette question. Parce que si nous sommes décentralisés, une vingtaine de ministres suffirait. Et le budget de ces 20 ministres ne peut pas être à 85% du budget de l'État. Merci. Il faut qu'on s'entende sur tout cela. Carlos Golem, sur le bilan, je vais dire, des élus sortant ou alors en fin de mandat, regard de ce bilan-là, des besoins exprimés à l'époque et aujourd'hui en fin de mandature pour certains, est-ce qu'on peut croire que ces élus avaient le profil attendu pour satisfaire les besoins de la population? Je pense que le résultat est là. Nous vivons tous dans la ville de Douala. Et si le résultat était positif, si on avait des routes, si on avait une bonne voirie, si les poubelles étaient suffisamment, si les déchets ménagers étaient suffisamment ramassés, je pense que vous n'auriez pas posé la question. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que toutes ces missions régaliennes des mairies ne sont pas assurées comme il se doit. On sait aussi que même dans le domaine qui est le domaine élémentaire, qui est l'état civil, qui est l'administration publique, l'accès des usagers aux services publics, c'est pas
c'est pas parfait non plus. Donc, je pense que le profil qu'on doit attendre des futurs maires ou des maires qui sortiront des élections du 9 février prochain, il faut que ce soit des maires qui sortent du ventre de la population. Je veux dire, les maires qui se considèrent comme des mandataires de la population. Parce que par le passé, on s'est rendu compte que les maires étaient complètement déconnectés des populations. Une fois élus, ils ne recevaient plus personne. Élise en l'a dit tout à l'heure. Lorsque les citoyens arrivent dans leur bureau, ils disent « sortez de mon bureau ». Donc, il faut des maires qui soient des mandataires et qu'ils sachent qu'en réalité, le patron, c'est le citoyen qui l'a élu. Or, aujourd'hui, on constate que la plupart des élus que nous avons au Cameroun ont dressé une barrière en béton entre eux et les citoyens. Ils ne roulent qu'avec des voitures vitres fumées. Ils ne sont pas accessibles du tout. Alors que le patron, c'est le citoyen qui l'a élu, qui lui a donné un mandat pour le représenter. La deuxième chose, c'est que les élus, ils doivent être ancrés sur le territoire. Ils doivent connaître l'environnement dans lequel ils travaillent, ils doivent connaître le terrain, ils doivent être des hommes de terrain. Monsieur Dipita, lorsque vous descendez sur le terrain, vous rencontrez des problèmes les plus incroyables. Moi, je suis parfois descendu sur le terrain dans le cadre de mes activités et aller dans les associations pour discuter avec des gens. Et quand vous discutez avec ces citoyens-là, il y a des problèmes qui sont des problèmes collectifs tels que les problèmes de route, tels que le problème de voirie, et l'assainissement et tout le reste. Mais il y a des gens qui ont des problèmes personnels, des problèmes individuels. Vous avez des parents, par exemple, qui ont 4-5 enfants, qui sont dans des maisons qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce sont des problèmes que les citoyens ont et que les hommes politiques doivent aller sur le terrain pour rencontrer ces problèmes. Donc je pense que les futurs maires, ou alors les maires qui seront issus des élections du 9 février prochain, doivent être des maires qui sont ancrés sur le territoire. Ils doivent être des maires humbles qui se considèrent comme étant les mandataires de la population et qu'en tout état de cause, c'est le citoyen qui l'a élu qui est le patron. Parce qu'il faut qu'on renverse. Il faut qu'on renverse l'ordre des choses. Il ne faut plus que les élus soient plus puissants que la population électrice. Troisième chose, lorsque vous êtes candidat à une élection, par exemple municipale, vous devez être porteur d'un projet, tout au moins un projet communal que vous pouvez partager avec les citoyens, un projet qui soit que vous partagez dans les associations, dans les médias et que les gens critiquent. Parce qu'on doit mesurer votre capacité à montrer que votre projet est réaliste et réalisable. Et pour cela, vous devez le soumettre à la critique publique. Or, il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas de projet, qui sont tout simplement candidats parce qu'ils ont été investis par leur parti politique, parce qu'ils ont sorti d'énormes sommes d'argent pour se faire investir et tout le reste. Je pense que les populations doivent... Oui, effectivement. Les populations doivent sanctionner même ces gens-là qui vont acheter les investitures alors qu'ils ne sont porteurs d'aucun projet. L'autre chose aussi, c'est que nous allons à une élection où il y a des candidats sortants et des candidats qui entrent pour la première fois. Pour le cas d'une circonscription comme Douala 5, moi je suis maire adjoint sortant dans une mairie qui est gérée par le parti au pouvoir. Évidemment, j'aurai un bilan personnel à donner sur les activités que j'aurai menées dans le cadre de mon mandat. Évidemment. Et je vois Charles Elisan sourit pour dire que certainement, lorsqu'on ira dans le débat public, ils vont dire que comme le maire Ngoualem dit que le RDPC a échoué, il faut aussi qu'on dise qu'il a échoué parce qu'il a géré avec nous. Je vous rappelle, je préfère couper l'herbe sur vos pieds. Je préfère couper l'herbe sur vos pieds pour vous dire que tout le monde... Oui, effectivement. Les Camerounais savent que les maires ont confisqué tous les pouvoirs et que les adjoints au maire ne gèrent absolument. Les arguments de campagne sont désormais connus. Vous allez travailler sur le profil. Je suis un peu à l'aise à écouter ce qui est dit autour de cette table, mais je crois qu'on fait un peu de la confusion. Il y a l'exécutif communal et le conseil communal.
faire cette différence. Les conseillers municipaux sont élus, tout comme le maire. Il y a des résolutions qui sont prises, parce que j'ai eu l'avantage d'être conseiller, et voilà un autre conseiller là devant moi, qui font un certain nombre de propositions, qui font l'objet des résolutions. Des délibérations. Des délibérations, et c'est l'exécutif qui les applique. Donc le maire et ses adjoints. Vous ne pouvez pas vous solidariser de votre maire, parce que vous faites partie de l'exécutif communal. Bien que vous soyez dans notre parti, vous êtes le maire de la commune. Je voulais déjà que cela soit compris. Tout à l'heure, j'ai parlé de la crise morale. Lorsque je prends une circonscription comme Ouvoué-Est, voilà 3e et 5e, qui devraient en réalité être des départements de par le nombre des habitants, des infrastructures et des richesses. C'est là que je fais la notion de la compétence, de la vision des acteurs. Je ne dois pas sur ce plateau être juge, je voudrais être acteur, parce que je l'ai été, on m'a essayé ailleurs, je pense que je serai capable d'en faire quelque chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Tu es à la campagne? Un peu, oui. Et non. Monsieur Jupiter, prenez vos responsabilités. Bon, mais il marche vos pensées. C'est ce que vous pensez. Carlos, il marche vos pas. Vous avez ouvert le bal tout à l'heure. Ces ressources dont nous venons de parler là tout à l'heure, intellectuelles, des ressources de la commune et autres, quand il y a de la compétence, on doit détecter. Moi, aujourd'hui, je suis un parrain à mon âge. Je veux accompagner la jeunesse. Je dois accompagner la jeunesse pour la réalisation. Ce n'est pas de la fiction. C'est dans ce cadre que je suis là, que je veux être encore, comme par le passé, un acteur. Voilà. Merci. Elisan, sur le profil. Sur le profil... Vous avez déjà dit que les maires SIF, les adjoints SIF, les conseillers SIF vont seulement épouser votre bilan. Je ne l'ai pas dit, hein? Mais je vais le dire. Non, M. Carlos Boyer n'a pas assez dédouané. Ah bon? Oui, vous n'avez pas vous dédouaner. En fait, il y a aussi cette culture politique. Vous voulez dire que le maire a joué... Il y a aussi cette culture politique, M. Dipita, qui veut que les conseils municipaux veulent faire croire aux populations que seul le maire a un bilan à défendre. Voilà. Non, même les conseils municipaux ont un bilan à défendre. Mais bien sûr. Voilà. Donc je voulais donc dire... Dans sa décharge, Carlos l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il défendra lui son propre bilan. Bien sûr. Et puis c'est même Carlos qui dit que les populations de la 5e n'ont pas date de naissance. Il y a un problème. Non, écoute Charles. Non, écoute, il n'y a même pas de polémique. Hein. Carlos n'est pas conseiller, il est maire. Hein. Même à Douala 2, il y a des populations qui n'ont pas d'état civil. Hein. Mais il n'est pas conseiller. Alors vous poursuivez, Eli poursuit. Je veux dire que ce que j'ai dit, c'est pas pour incriminer une personne, hein, c'est une réalité sociale. Hein. Et je crois que c'est un chantier sur lequel les élus, les maires doivent travailler, notamment en organisant les audiences foraines, comme ça a été fait. Merci. Ce que j'attends des futurs maires, par exemple, M. Tibutin, vous voyez le joyau architectural qui est du côté de Japon. Est-ce que vous savez que c'est la mairie qui va la gérer plus tard, qui va le gérer ce joyau? Le stade de Bonamou Sadi, M. Boyer, après la CAN, c'est vous qui allez le gérer. Est-ce que vous vous êtes mis dans l'esprit de rentabiliser cet ouvrage sportif? Nous avons un projet pour ça. Cette infrastructure sportive, est-ce que vous êtes dans cette mouvance-là? Nous avons un projet pour ça, M. Charles. J'espère. En fait, ne vous inquiétez pas. J'y arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup regardent cette décentralisation qui arrive, cette manne financière qui arrive. Est-ce que que ferez-vous donc pour vous faire plaisir du peu qui a été fait? Comment est-ce que vous allez rentabiliser ces différentes infrastructures qui ont été mises en place? 213 milliards de francs CFA pour construire un complexe
sportif de cette envergure, avec une piscine olympique, un hôtel 5 étoiles, un gymnase, un stade et tout, il faut le rentabiliser. Et le rôle reviendra directement à la mairie. Est-ce que vous avez un projet pour ça à cette heure? J'interroge donc là le profil des futurs élus pour qu'ils comprennent que l'État qui est en train de se retirer a posé déjà certains jalons. L'État qui est en train de se retirer a eu à construire des infrastructures. Il reviendra donc au maire de Douala 3e, au maire de Douala 5e, au maire de Douala 2e, de gérer l'hôpital général de Douala par exemple. Comment est-ce qu'il fera? La mairie n'est pas compétente pour gérer les hôpitaux comme l'hôpital général. Je pense que la décentralisation parle davantage des centres. En fait, le domaine c'est un cas de figure qu'il fait. Non, c'est un cas de figure parce que non, le rôle de la télé, c'est aussi d'éduquer les citoyens qui nous suivent. En réalité, le domaine de compétence sur le plan sanitaire, il n'a pas parlé de la santé. C'est les hôpitaux de district. Monsieur Koualoua, on dit la même chose. C'est les exemples que je prends. Non, vous êtes en train d'exagérer. Vous avez peur du travail qui arrive? Non. Voilà. Allez-y. Non, c'est pour vous faire comprendre que le travail que vous aurez, vous n'aurez plus à dire aux populations que j'étais seulement 3e adjoint, moi j'étais seulement là, c'est le maire là qui signait tout. Non. Vous êtes responsable éco-solidaire et de l'actif et du passif de la gestion de la mairie de la 5e de Christophe Banda. Vous n'allez rien nous dire là-dessus. J'ai suivi, il y a dans un autre débat où je demandais à M. Lézy Pan, qui est conseiller municipal de la première, qui ne faisait que dire que Malapa n'a rien fait. Et à force de mes questions, mais le conseiller municipal, il a fini par dire qu'il a fait construire la case sociale du côté de le Grand Moulin. Donc, le conseil municipal est l'ambassadeur des populations de son quartier au niveau du conseil municipal et doit défendre les projets qui doivent être construits dans sa zone. C'est ça qu'on demande au conseil municipal. Maintenant, le député, je souhaite que... Oui, bien sûr. Je souhaite la nation, je souhaite les lois. Voilà. Donc, ils seront là. C'est beaucoup de souhaits. Je souhaite. Ça ne sera pas facile, mais je souhaite. Parce que vous avez des... Il faut accepter. Vous avez des gourous. Ça peut forcer la main des populations. Ceux qui viennent de chez nous, là, des gourous en face de vous, ça ne sera pas facile. Encore que vous voyez en face de lui le meilleur député du littoral, ça va être difficile. La campagne n'a pas commencé. Je vais dire que le meilleur député du littoral, d'après l'Afrique Informe. La campagne n'a pas commencé. Non, c'est pas un média concurrent. Il est terminé. Donc, en fait, vous pouvez comprendre. Maintenant, il faudrait donc que le maire, les conseillers municipaux, les députés, soient donc ceux-là qui comprennent que les paradigmes ont complètement changé. Il n'y aura plus cet état présent qui était toujours là. Ils seront maintenant, eux, face à leurs responsabilités et devront comme ça là parler au nom du peuple souverain qui les a élus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis d'accord avec toi. Mosé Ndjibaï, sur les députés. Tu vois, pour une fois, on est d'accord. Vous voulez rebondir? Oui, je voudrais rebondir pour dire que le député, c'est l'élu de la nation. Le député, c'est celui qui veille, n'est-ce pas, à l'action du gouvernement. Le député, c'est celui qui doit être la personne proche des populations. Le député, il est un conseil. 8 millions de... Il encadre. Il a des projets, et ces projets, bien évidemment, comme nous disions tout à l'heure là, qui doivent aller auprès des populations. Le député, c'est celui-là qui, autour des projets au Cameroun, devrait accompagner, n'est-ce pas, les institutions telles que les mairies et autres, être à la veille comme un éclaireur, pour essayer de donner des signaux extrêmement forts. Le député, ce n'est pas celui-là qui vient juste donner des vents à un moment ou à un autre pour se faire élire, mais c'est celui qui doit être beaucoup plus proche de ses compatriotes, en général, parce que vous êtes élu, vous appartenez à un parti politique, mais une fois vous êtes élu, vous êtes l'élu de la nation. Donc, je souhaiterais jouer ce rôle avec les jeunes compatriotes qui ont accepté, n'est-ce pas, être avec nous, parce que nous avons une approche
une approche participative. Tout à l'heure, dans le cadre de la décentralisation, je vous ai dit qu'il y a des organes spécialisés pour accompagner la décentralisation. Par exemple, je parlais du Programme national de développement participatif. Je suis très étonné qu'on n'en parle pas. Voilà un outil essentiel dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre du développement, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement. Je souhaiterais donc que cela soit pris en compte lors de la prochaine législation. Carlos. Oui, moi je pense que, et ça je vais être d'accord pour une fois avec Charles Elisa, pour dire que avec la décentralisation qui arrive à grands pas, avec l'adoption du code des collectivités et tout ça, il faut que les élus, notamment les conseillers municipaux, changent effectivement la façon de fonctionner. Il a dit tout à l'heure qu'il faut un changement de paradigme. Je suis totalement d'accord avec lui parce que je totalise aujourd'hui 11 ans de conseil. Je suis entré au conseil municipal de Douala 5 en 2008. Donc je vais le 9 février prochain on va pas en retraite à 41 ans. Donc on va essayer. Donc je vais chercher un troisième mandat. La remarque que j'ai faite, il va falloir changer ça, c'est que en réalité, la plupart du temps, les conseillers municipaux sont bénis, je préfère dire ça comme ça, par l'exécutif. Parce que vous arrivez dans un conseil municipal, toutes les délibérations sont préparées par l'exécutif. Lorsqu'on fait la présentation du titre d'une délibération adoptée, en réalité, il y a une certaine paresse qu'il faut corriger. Est-ce que ce n'est pas aussi, est-ce que ça ne découle pas du manque de charisme de ces conseillers? Moi, je pense que... Je veux dire que c'est quand même facile. Je crois qu'il y a deux explications. Il y a deux explications. Il y a la volonté des maires de faire en sorte que les conseillers municipaux ne soient pas efficaces. Parce que s'ils sont efficaces, ils ont un regard assidu sur leur gestion. Il y a ça. Deuxième chose... Mais comment est-ce qu'un maire peut... Deuxième chose, il y a que la politique politicienne est entrée dans le conseil. Et lorsque la politique politicienne entre dans le conseil, évidemment, le développement communal sort par la fenêtre. Donc du coup, les conseillers municipaux réagissent en fonction de la discipline du parti et non en fonction de la volonté de la population. C'est la raison pour laquelle je pense Donc on peut pas dire tout de go que les maires essayent de... Non, j'explique. Okay. C'est la raison pour laquelle je pense que il va falloir, dans les prochains conseils municipaux, mettre une bonne dose de participation citoyenne dans la gestion des collectivités. Il faut que les populations participent. Il ne faut plus qu'une fois élus, les conseillers municipaux soient abandonnés à la gestion des affaires locales sans la participation citoyenne. Il faut que les comités de quartier, d'ailleurs dans le nouveau texte qui est en discussion, il y a la prise en compte des comités de quartier qui doivent avoir une implication significative dans la gestion des collectivités. Il faut que les associations des quartiers, les comités de développement assistent aux travaux des conseils municipaux pour voir ce que leurs représentants sont en train de faire dans le conseil municipal. Donc, je suis d'accord que les conseillers municipaux doivent donner un bilan sur l'action qu'ils auront menée dans les conseils municipaux, dans les différentes interventions qu'ils auront faites au bénéfice des populations. C'est très important. Or, ça n'a pas toujours été le cas. L'autre chose aussi, c'est que... L'autre chose aussi, c'est que tous les maires qui revendiquent la décentralisation là, ils doivent aussi décentraliser à leurs adjoints. Il faut que les délégations de pouvoir, de compétences qui sont prévues par la loi et qui sont d'ailleurs encadrées par un décret du Premier ministre soient respectées. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je suis adjoint au maire, je puis dire
Charles Lisan va contester parce qu'il est du RDPC. Mais moi, je dis, ça n'a pas toujours été le cas. Et il sait que les maires ne décentralisent pas beaucoup à leurs adjoints. Bon, c'est un manquement qu'il faut corriger. Moi, je dois... excuse-moi, mais il est bien futé. Hein. Je veux dire que tout le temps, il envoie toujours une petite pique pour dire que non, il sait tous les adjoints au maire... Il s'entend très bien avec Sambaka. Moi, je dois d'abord remercier M. Ndiabaye qui a rappelé ici que nous avons été des élus. Absolument. Nous avons été des conseillers municipaux. Parce que j'ai cru entendre que Sambaka n'a jamais été élu. Ah bon? Donc oui, j'ai cru entendre ça quelque part. Sambaka n'a jamais été élu, non. Moi, je pense que ce soit les conseillers municipaux, que ce soit les maires, que ce soit les députés, il faut avoir d'abord à l'esprit qu'on est un élu de mission. Qu'on a une mission pour laquelle les populations nous ont élus. Et à ce titre-là, nous devons pouvoir satisfaire les désidérata des populations à travers notre participation citoyenne, à travers nos missions que nous allons implémenter là où on se trouve, dans un conseil municipal, à l'Assemblée nationale. Nous devons toujours avoir à l'esprit que l'amélioration des conditions de vie des populations est la priorité. Nous devons toujours avoir à l'esprit que l'exécutif, quand on appartient, même dans une commune, il y a l'exécutif, et il y a les autres conseillers qu'on peut considérer comme les législatifs, n'est-ce pas? Qu'ils soient prêts à sanctionner ceux qui ne vont pas dans le sens des missions que les populations attendent. Ça peut se faire dans un conseil municipal. Les députés, à leur tour, doivent pouvoir contrôler l'action gouvernementale parce que, je peux vous dire, les choses ne vont pas être faciles. Quand c'est au forceps qu'on obtient la décentralisation, il est clair que les ressources financières qui seront envoyées dans les territoires décentralisés ne seront peut-être pas suffisants par rapport au lourd travail et aux besoins qu'on aura donnés à ces nouveaux élus. Ils doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour qu'ils puissent impulser un vrai développement. Parce que la décentralisation suppose que les territoires décentralisés, les communes, doivent être des vecteurs de développement. Les communes doivent être riches. Les communes doivent pouvoir trouver des joint ventures qui puissent permettre, n'est-ce pas, l'épanouissement des populations qu'ils encadrent. C'est ça le sens de la décentralisation, de la régionalisation. Parce que le pouvoir central, pour ne pas être méchant, ayant échoué avec le jacobinisme, il est clair que maintenant, il faut changer de paradigme et donner la possibilité que le développement se fasse maintenant à partir de la base. Donc, à partir du moment où on va aller dans les communes, il faut qu'on sache que, désormais, nous avons un poids qui est sur nos épaules, c'est ceux d'impulser le développement. Il faut arrêter avec ces histoires où le maire était là pour signer les actes de décès, les actes de mariage, les actes de naissance. Il faut aller maintenant vers le développement, il faut encadrer les populations, et moi je vois dans les zones rurales, il faut une péréquation des revenus pour que nos zones rurales, qui sont des greniers, qui sont des choses formidables, qui peuvent faire des choses formidables, qu'à partir de là, qu'ils impulsent le développement. Parce qu'au demain, nos communes vont être des communes de développement à la tête desquelles il devrait avoir des hommes de mission qui mènent à bien des projets qui puissent... Et nous n'aurons plus la faculté de voir tous ces doctorants ou des docteurs qui sont couchés dans les rues à Yaoundé, ne trouvant pas du travail, alors qu'on dit que dans les communes, il n'y a que des incapables. Le Cameroun est truffé de docteurs, le Cameroun est truffé de Camerounais qui ont été à l'école et qui sont au chômage, et c'est comme ça donc que vous allez vous rendre compte que nous avons des ressources humaines à qui on n'a pas donné du travail, mais le travail les attend. Nous voulons un Cameroun qui se développe par la base. Je crois que ça, c'est ça le développement durable, et on doit prendre cela très au sérieux. Donc le mot de fin, quand on regarde
c'est vrai qu'on n'a pas la liste, hein, elle est quand même assez importante, mais je veux dire que quand on regarde, même par voie de sondage, même par voie de connaissance, les uns et les autres que vous avez, les candidats qui sont partants pour les prochaines échéances, vous dites que les populations peuvent être optimistes. Tous ces messieurs et dames-là, c'est vrai que vous êtes concernés, vous n'allez pas vous voir passer dans la rue. Vous dites que on peut leur accorder un crédit, on peut, Elisan. Il y a de la qualité. Monsieur Dupita, il y a de la qualité. J'ai eu à vivre les élections de par la campagne. Je vois les listes concurrentes et tout. Il y a de la qualité. Il ne faut pas qu'on se... Vous avez Avouri Centre, vous avez M. Sambaka qui est candidat. Vous avez Dokoles qui est candidat. Vous avez Sopor qui est candidat. Vous avez Avouri Est, vous avez M. Mosé qui est candidat. Vous avez Nietzsche qui est candidat. Vous avez Erencom qui est candidat. Il y a de la qualité. Et actuellement, les populations, au moment où je vous parle, sont embarrassées. Embarrassées dans le sens positif. De telle manière que, mais, on est en train d'arriver à un niveau où les populations ne s'identifient même plus en termes d'appartenance au parti politique, mais plutôt en termes de ce que les différents candidats peuvent apporter comme plus-value dans la construction de la cité plus tard. Il dit il y a de la qualité. Ça, il faut le dire clairement. Jean-Robert Wafo, qui est candidat de qui tourne une liste, vous avez Mongwa Najamou, vous avez Maître Le Diop. C'est pas facile, c'est pas de la blague. C'est de la qualité qui est en face. Vous avez ici Denis Mampou, vous avez Adamou Dida, vous avez Roland. C'est aussi de la qualité. Donc, il va falloir maintenant que les projets... Bon, il va falloir que les projets de société s'opposent et que les populations choisissent en toute liberté ceux-là qui vont conduire à la destinée de la cité plus tard. Mais il y a de la qualité. Le même optimisme, Carlos Ngolem. Je pense qu'on peut être optimiste et c'est la raison pour laquelle... Je veux peut-être ajouter, sachant également que bon nombre de candidats qui reviennent sont des candidats sortants. Donc je remets la question. Oui, effectivement. Je dis qu'il y a de la qualité et les populations peuvent être optimistes. Et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler qu'il s'agit d'une élection locale, c'est-à-dire une élection de proximité où on vote plus la personne que les partis politiques. Je veux dire que si vous avez un candidat qui porte un projet, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à son parti politique pour voter pour lui. Donc, ça va être très, très discuté. Je vais parler de Avouri-Est, qui est la circonscription qui est mienne. Vous avez de la qualité, vous avez Jean-Michel Nietzsche. Qui est... Non, je vais y arriver. Merci. Vous avez Jean-Michel Nietzsche dont tout le monde connaît les faits d'armes à l'Assemblée nationale. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il a été désigné par les médias comme meilleur député du littoral. Vous avez M. Djibaï qui est candidat, il a dit, les VCOM qui sont... Je crois que ça va être discuté. Vous avez à la mairie de Douala 5 le président de la section du parti au pouvoir qui est candidat pour le compte du parti au pouvoir. Dans sa liste, il y a le maire sortant. Et puis en face, vous avez la plus jeune tête de liste électorale. Alors, c'est Carlos Goalem. Il y a la phase campagne. Non, vous parlez des candidats. Oui, mais pour terminer, il nous reste plus que... Vous allez conclure. Et puis vous avez le PCRN avec le jeune Bion. Qui est candidat, et puis il y a également le PADEC. Je pense que les populations n'auront pas l'embarras du choix. Les populations vont voter pour des gens qui ont toujours été avec elles, qui ont toujours été à leur service, qui n'ont jamais fermé la porte de leur bureau. Merci. Et qui sont souvent venus les rencontrer. Merci. Sambaka. Je n'ai pas dit voter pour moi, j'ai dit c'était comme. Non, c'est avec une réelle satisfaction que nous allons partir à ces élections. Et nous pensons que la large coalition autour de nos candidats est quelque chose de formidable.
parce que ce n'est pas facile en très peu de temps de pouvoir organiser tout cela. Et quand on arrive à le faire, on doit déjà considérer que c'est une première victoire. Vous n'êtes pas sans ignorer que la première coalition qui s'est faite dans ces élections, c'est l'annonce de M. Cabral-Libi qui me soutenait à Vaury-Centre. Donc, à la suite de cela, il y a eu d'autres coalitions qui se sont faites et je pense que le moment venu, en campagne, on pourra exposer tout le travail que nous avons fait dans le but d'arriver à quelque chose de nouveau, à quelque chose de fluide, à quelque chose avec des objectifs, comme j'ai dit, des hommes de mission. Parce que nous y allons avec dans la tête que nous allons en mission, nous devons apporter des résultats. Absolument. Et nous devons, de manière participative, amener les populations à devenir beaucoup plus citoyennes, c'est-à-dire une population qui vote, qui contrôle, qui sanctionne. Merci. Voilà. Pour terminer. Je me réjouis de terminer sur ce plateau, d'abord en tant que parrain, ancien, acteur de développement. Je souhaite que les élections qui vont se dérouler le 9 février se fassent dans le calme, se fassent dans la tranquillité, se fassent dans le respect. Je m'en réjouis tout d'abord que la liste dont j'ai l'insigne honneur de conduire, parce que j'ai été coopté par mes frères, soit retenue. Je m'en réjouis davantage parce que les personnes qui sont appelées à accompagner notre parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, bien évidemment, qui est le porte-drapeau de cette liste, est constitué essentiellement des jeunes. Les jeunes, sur les 8 candidats, la moyenne d'âge est de 32 ans. Donc, c'est une satisfaction morale. Je voudrais ajouter pour dire que l'élection qui aura lieu n'est pas une élection d'un bulletin unique. Ce n'est pas le vote présidentiel. Ce ne sont pas ceux qui ont été candidats aux élections présidentielles qui sont des acteurs sur les démembrements dans le territoire national. Ce n'est pas un vote unique. C'est les individus, les jeunes, les hommes et les femmes qui sont proches de vous, que vous connaissez le mieux, qui se présenteront devant vous pour demander vos suffrages. Merci. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, merci. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse accompagner tout le monde tout au long de ce processus. Tout le monde long de ce processus. Mais j'avoue qu'il est difficile d'avoir des candidats comme panélistes. Je veux dire que la ligne entre le débat et la campagne est facilement... Ah mais non, vous avez cité Hervé comme 4 fois. Vous avez cité Maître Fampou et le reste. Tout compte fait, c'est pas plus mal. C'est dire qu'on est déjà en période de pré-campagne et que d'ici la campagne, on espère qu'avec ces listes assez nombreuses, la qualité des candidats... On m'appelle le père des jeunes. Ah d'accord. Ça, je n'ai pas emprunté cela. Ce sont mes fils. Moi, le parrain de la jeunesse. Je suis avec les jeunes. Voilà. J'ai toujours été avec eux parce que moi-même, quand j'ai été jeune, j'ai été avec les moins jeunes. Voilà. Monsieur donc, ceci dénote de ce qu'on aura certainement des hommes de qualité, des hommes de qualité pour comme élus pour les prochains mandats législatifs et municipaux. C'est tout l'enjeu et l'intérêt certainement de cette élection-là. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cap sur Table.